7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour notre aventure avec l'information à l'antenne. Avec mes confrères tout à l'heure, nous toucherons du doigt certains sujets, des sujets à expliquer pour que chacun d'entre vous puisse mieux comprendre l'actualité. Et c'est notre travail, vous le savez, tous les jours à l'antenne. Taxi Média Show, aujourd'hui, c'est lundi 15 juillet 2019. Nous amorçons ainsi le second virage de ce mois de juillet. Ça va vite là. Il est 7h, presque 8 minutes à Baie. Payez-nous. Vous écoutez Taxi FM, Taxi Média Show, Irrigator. Et comme dirait l'autre, ce n'est pas parce qu'une mouche ne devient pas une abeille qu'un pauvre ne peut pas devenir roi. Dans les prochaines minutes, notre tour de réseau traditionnel des rédactions. 3 rédactions à suivre ce matin. Le site togobreakingnews.info, le quotidien Togo Matin et le quotidien Liberté. À suivre aussi la page des sports. Toute l'actualité sportive, ce sera avec Abdoulaye Kondo. On reviendra notamment sur la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations disputée hier. La grande finale aura lieu vendredi 19h en temps universel entre les Sénégalais et les Algériens. Irrigator, Taxi Média Show, pour tout comprendre de l'actualité. Et nous commençons la revue de près de ce lundi avec l'hebdomadaire Méga Info, le confrère qui revient sur le premier sommet Pact for Impact sur l'économie sociale et inclusive à Paris. L'expérience togolaise a salué. Écoutez, vous lirez donc l'article à la page 6 du journal. Enseignement supérieur, des hommages rendus à 6 mathématiciens de l'université de Lomé pour leur mérite. Les détails, c'est dans le journal aussi avec la célébration de la journée de l'OAS, message du directeur général, le professeur Stanley Okolo. Les détails sur le sujet, c'est dans le journal. Et puis, les populations togolaises endeuillées par les braquages en série. Le département de Yark en agonie, écrit le confrère Méga Info dans le kiosque ce jour. Et notre première rédaction qui se signale au téléphone, c'est la rédaction du quotidien Togo Matin. Nous avons avec nous Dieudonné Korolakina. Dieudonné, bonjour. Bonjour Eric, bonjour auditrices, auditeurs de Radio Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin à Dieudonné. C'est vrai que la semaine dernière, la Cour suprême a annoncé, a proclamé les résultats définitifs quand même des municipales. Et ce matin, vous vous interrogez sur le sujet par rapport donc à ces résultats définitifs des municipales. Peut-on s'attendre à des surprises avec la Cour suprême, Dieudonné? Oui, la question se pose à présent. Surtout que la Cour suprême, effectivement, cette institution dirigée par le juge D'Amato, à travers un communiqué vendredi dernier, a fait l'annonce, et nous savons tous que c'est la proclamation des résultats provisoires. Après la proclamation des provisoires, les résultats définitifs. C'est dans 72 heures, soit le mercredi 17 juillet, donc à 15h. Donc, je le disais bien que c'est à travers donc un communiqué rendu public vendredi que l'information était donnée à présent, donc place à toutes les questions. Place à toutes les questions, puisque du moins si nous prenons le schéma des dernières élections législatives, il y a eu des résultats provisoires, il y a eu une configuration provisoire connue, mais que la Cour constitutionnelle a clairement modifié avec surprise lors de la proclamation des résultats définitifs. Et rappelons-nous justement ce qui a suscité même le courroux, la contestation de certains partis. Alors, cette fois-ci, nous savons à la suite, en tout cas du moins au lendemain de la proclamation des résultats provisoires, plusieurs irrégularités avaient été annoncées, surtout par l'opposition, par certains partis d'opposition, notamment la coalition des 14 et
examiner ou examinera avec attention tous les recours et les preuves que ces partis affirment avoir introduit. Donc, à la suite de cet examen, il se pourrait que l'opposition obtienne peut-être gain de cause, encore pas. Nous sommes dans un état de droit, je dis bien, le schéma, nous l'avons vu avec les dernières législatives, et il pourrait, nul ne saurait le dire pour le moment, cela pourra, à l'indiscrétion des choses, le dire précisément dans quelques jours. Nous saurons ce qu'il en sera. Il faut préciser que tous les camps, même celui au pouvoir, pourraient même s'attendre à des réparations de la part de la Cour suprême. Oui, c'est possible, parce que malheureusement, parfois dans l'opinion, on pense à tort que les réparations iraient beaucoup plus du côté des partis non au pouvoir. Donc, en tout cas, désormais, on pourra clocher nos chronomètres, parce que c'est dans 72 heures, c'est mercredi, et donc vivement que la Cour suprême du juge D'Amato qui a fait effectivement un travail excellent. D'ailleurs, peu avant, en validant finalement certains livres qui avaient été validés au départ, etc., après que des partis ont rectifié des tirs. Donc, on peut s'attendre effectivement à ce que la Cour suprême, maintenant, agréablement ou désagréablement, tout cela dépendra du côté où l'on se trouve. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris. On lira l'article à la page 3 de votre journal. Donc, on rappelle juste que c'est mercredi prochain, après-demain, que à la Cour suprême proclamera les résultats définitifs des municipales du 30 juin dernier. Autre sujet que vous abordez, parallèlement donc à l'actualité politique au Togo, il y a également la célébration du 14 juillet à l'ambassade de France hier avec Marc Vizy, l'ambassadeur français qui relève d'importantes avancées démocratiques au Togo. On lira l'article à la page 11 du journal. Maintenant, à ce 11e session ordinaire des chefs d'État de l'UEMOA Abidjan, Dieudonné, la future monnaie unique ECO fait finalement l'écho dominant des échanges. Oui, tout à fait. Nous avions pris part à la 21e session ordinaire des chefs d'État de l'UEMOA Abidjan en fin de semaine dernière, et au terme des échanges ce vendredi 12 juin à Abidjan, il s'est révélé que la future monnaie unique commune à l'espace CEDEAO, c'est-à-dire l'ECO, qui sera en vigueur début 2020, et donc a été l'ECO qui a écrasé, qui a été l'ECO très dominant, qui sont donc toutes ces rencontres. Et il faut aussi dire que le déroulement après les dernières élections au Togo a été stabilisé. Alors, mais outre la future monnaie commune à l'espace CEDEAO qui a dominé donc cette 21e session ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de l'UEMOA, il a été, il faut le dire, mon cher Eric, il est également question de la performance économique dans la zone UEMOA, une performance portée par le secteur agricole. Il a été question de la transformation du conseil régional de l'épargne publique, dont il devient l'autorité du marché de l'UEMOA. Le sommet a également applaudi donc plusieurs avancées démocratiques au sein de l'Union et annoncé donc un extraordinaire sommet sur le terrorisme en septembre prochain à Ouaga. Il faut le dire aussi, le président de la République du Togo
Oui. C'était donc du rendez-vous aux côtés de ses pairs. Aux côtés de ses pairs. Alors, s'agissant par exemple de l'agriculture qui incarne désormais, ou qui incarne très très bien la performance économique de la zone, il faut noter que par exemple, c'est M. Romuald, l'honneur a échu à M. Romuald Ouadani, le ministre béninois de l'économie et des finances, et président du conseil des ministres de l'UEMOA, de révéler que pour la septième fois exécutive, l'activité économique au sein de la zone UEMOA est restée au-delà de 6,0%. C'est un exploit apporté par le renforcement de la production agricole et à la bonne tenue des activités dans tous les secteurs. Et le taux d'inflation en est moyenne à 0,9% en 2018, contre 1,1% en 2017, à qui souligner. Alors par rapport donc aux avancées démocratiques, le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, le président Ouattara, s'est félicité de l'enracinement de la démocratie dans plusieurs pays membres. Dans son adresse à l'ouverture de cette session, il s'est appuyé sur les différentes élections présidentielles et législatives dans certains pays membres pour rendre un vibrant hommage aux acteurs politiques du fait de leur maturité politique. Pour le chef de l'État ivoirien, ce état de fait contribue fortement à l'atténuement de la démocratie au sein de l'espace UEMOA. C'est pourquoi, au nom de ses pairs, il a saisi la tribune de cette rencontre pour adresser ses félicitations au président Macky Sall pour sa réélection à la tête du Sénégal. Pour féliciter aussi, dans ce même esprit, aborder les élections législatives qui se sont déroulées au Togo, en Guinée-Bissau et au Bénin. Voilà, donc pour quelques aspects des questions saillantes qui ont été débattues entre chefs d'État et membres du gouvernement de la CEDEAO, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au cours donc de cette 21e session à Abidjan le vendredi dernier. Très bien. Écoutez, on lira les détails dans votre journal Le Quotidien Togo Matin, dans les kiosques donc ce lundi. Merci beaucoup, Dieudonné Korolakinon. Merci beaucoup, très cher Eric. Très, très, très bonne semaine à toi. Merci. Ainsi qu'aux auditeurs et aux auditrices de Radio Taxi FM. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. Après le quotidien Togo Matin, il y a le quotidien Liberté qui est aussi dans les kiosques que nous avons sur l'autre ligne. Médard Amétépé, le patron de ce journal. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous, d'avoir patienté quelques secondes. Et ce matin, vous vous intéressez à la corruption, et surtout au baromètre 2019 de Transparency International. Plus d'un Togolais sur deux pense que la présidence de la République, bien sûr, les députés, le gouvernement, la police et les magistrats sont corrompus au Togo? Oui, et l'ONG Transparency International a rendu public le 11 juillet dernier le rapport de son enquête d'opinion sur les pots de vin et les autres formes de corruption en Afrique. Et en tout, 47 000 citoyens de 35 pays ont été interrogés sur leur perception de la corruption et sur leur expérience liée à la pratique des pots de vin. Et de manière générale, la police est considérée comme l'institution la plus corrompue en Afrique. Et suivre ensuite les fonctionnaires et les députés. Mais de manière plus spécifique au Togo, ce sont les magistrats qui sont considérés comme les plus corrompus selon les résultats des sondages. Et ils sont suivis par les membres du gouvernement
Et la présidence et la primature viennent en troisième position, puis les parlementaires et la police, etc. Et nous disons que les membres du gouvernement soient épinglés et en matière de corruption n'étonne guère. Oui, égard aux différents scandales de corruption qui ont déployé la chronique dans le pays, dans les domaines d'infrastructure, de sport, dans l'agriculture ou encore dans les marchés publics. Et puis dans les plus hautes institutions de la République comme la présidence ou la primature. Et l'attribution d'un marché via la procédure du gré à gré légion. Et de plus, ceux qui ont la charge de la conduite de l'action publique n'éprouvent aucun besoin à rendre compte aux Togolais de la politique qu'ils conduisent en leur nom. Donc on ne peut s'étonner que ces institutions soient gangrénées par la corruption. Et selon Transparence Internationale, la corruption entrave le développement économique, politique et social. Et représente un obstacle majeur à la croissance économique, à la bonne gouvernance et aux libertés fondamentales. Et l'ONG exhorte les gouvernements à respecter leurs engagements en faveur de la lutte contre la corruption. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, vous parlez d'économie. Revenons maintenant sur le 12e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu la semaine dernière donc, à Niamey. Les chefs d'État qui ont donc lancé la zone de libre-échange africaine à Niamey, hein, Médard. Oui, et le 7 juillet dernier a été lancé à Niamey au Niger. La phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ASLECAF, et c'était à l'occasion du 12e sommet de l'Union africaine tenu dans la capitale nigérienne. Et l'ASLECAF est le plus grand espace d'échange commercial au monde. Elle implique tout le continent, soit 55 pays, et concerne près de 1,2 milliard de personnes et 30 millions de kilomètres carrés en termes de superficie. Et selon les experts, cette zone de libre-échange permettra d'augmenter de près de 60% d'ici à 2022 le commerce intra-africain et stimuler de manière conséquente l'ensemble des économies du continent. Et 54 pays ont déjà signé l'accord de libre-échange et seul l'Érythrée, pour l'instant, n'a pas signé l'accord, mais elle a annoncé qu'elle est disposée à le faire. Et de plus, 27 pays ont déjà ratifié l'accord. Et pour le président Mahamadou Issoufou du Niger, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est l'événement le plus important pour l'Afrique et elle redonne l'espoir pour la construction d'une Afrique unie et prospère. Mais pour y parvenir, il y a des prérequis comme la vulgarisation du passeport panafricain et la réalisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, etc. Et le président Mamadou Issoufou et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont insisté sur ces infrastructures afin de favoriser l'interconnexion des pays et des régions. Et il faut préciser aussi que c'est le Ghana qui a été choisi pour abriter le secrétariat général de la ZLECAF. Et cette zone sera active à partir du 1er juillet 2020. Et le 7 juillet de chaque année sera célébrée la journée de l'intégration africaine. Très bien, écoutez, on a compris. Détails sur le sujet, c'est dans le journal. Et puis vous parlez ce matin également de Kwacha Nyasimbe, le demi-frère du président de la République, Médard, de la nécessité, écrivez-vous, d'accorder la grâce présidentielle à Kwacha Nyasimbe, c'est ça? Oui, et le demi-frère de Kwacha Nyasimbe, Kwacha, a bouclé en avril dernier 10 ans de détention sur les 20 ans de prison ferme à laquelle il a été condamné
dans l'affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et 10 bonnes années qui a subi les rigueurs de la vie carcérale et son état de santé en partie. Et selon les informations que nous avons vues, il souffrirait d'une embolie pulmonaire, de diabète et de tension artérielle. Et l'année dernière, des informations persistantes ont fait état d'une blessure qui traînerait au pied, qui l'obligera à se déplacer à l'aide d'une béquille. Et on avait appris à l'époque qu'il aurait échappé de peu à une amputation du membre inférieur. Ouais. Et on se rappelle aussi que dans cette affaire, la Cour de justice de la CEDEAO et le groupe de travail des Nations Unies avait jugé la détention de Fatou Gnassingbé arbitraire et réclamé sa libération. Et ses avocats ainsi que plusieurs personnalités, des chefs d'État de la sous-région, et des prélats comme Monseigneur Nicodème Bariga, à l'époque où il présidait et la commission Vérité, Justice et Réconciliation, et tout récemment et Monseigneur Philippe Panoukou Kodjo, ont tous plaidé pour sa libération, mais rien n'ici. Et même le chef canton du Bière avait initié une conciliation à l'amiable entre les deux frères sans succès. Et aujourd'hui, nous estimons que le chef de l'État doit pouvoir pardonner à son frère et lui accorder la grâce présidentielle afin de réconcilier sa propre famille et que c'est lui qui en sortira grand. D'accord, très bien, on a compris. On lira les détails dans votre journal Le Quotidien Liberté. Vous aussi, vous avez parlé de la proclamation prochaine définitive, je vais dire, des élections municipales. Vous parlez carrément d'accaparement des communes par le RPT Unir, bouquet final dans 48 heures. C'est à lire à la page 3 du journal au moment où, face à la recrudescence des braquages, la LCT interpelle les banques, les forces de sécurité et les députés, avec la photo bien entendu pour illustrer l'article de Emmanuel Sogadi, le président de la LCT. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Il est 7h, presque 34 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. Alors, autre journal aussi dans les kiosques ce lundi, c'est Nouvelle Opinion, l'hebdomadaire. Le confrère qui revient aussi sur la 21e session ordinaire de l'UEMOA à Abidjan. D'importants sujets de l'institution au centre des débats. Vous lirez donc l'article dans le journal. Marché international de l'artisanat du Togo, première édition du 25 octobre au 3 novembre prochain, à lire dans le journal. Et voilà, édition 2019, les hostilités ont commencé samedi dernier, le confrère fait écho du sujet, et puis justement, les locales 2019, les résultats définitifs seront connus le 17 juillet prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, dans 48 heures, si vous voulez, mercredi prochain, avec précision. Tout cela à lire dans l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Et notre troisième rédaction, c'est la rédaction du site togobreakingnews.info, et nous avons avec nous Didier Assogba. Didier, bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Merci d'être au téléphone avec nous ce matin et on en parle encore ce matin, c'est redondant, c'est clivant, les braqueurs. Des braqueurs qui sèment finalement la pagaille. Vous avez dit la panique à Lomé, un blessé grave signalé, c'était je pense en fin de semaine dernière, sinon le samedi. Oui, précisément le samedi voilà. Aux environs de 20h temps universel, 2 individus à bord d'une moto donc ont fait usage de leur arme, leur AK-47 qu'ils utilisent dernièrement donc à Lomé. Ils ont attaqué une boutique donc de transfert d'argent mobile Timoni Flux. Ils ont tiré sur le propriétaire de la boutique, donc le détenteur de la boutique qui est atteint, grièvement blessé au pied. D'autres sources disent également qu'il a été atteint à la poitrine et donc il a été amené à l'hôpital par les forces de l'ordre et de sécurité qui étaient arrivées un peu plus tard sur les lieux du crime. Et ce braquage-là, ça, depuis qu'on en parle, on n'a jamais parlé d'attaque de boutique. Mais apparemment, les braqueurs ont
continue de défier le système sécuritaire en place et continue de défier toute autorité et donc continue de frapper impunément. Jusque-là, leur mode opératoire reconnu, c'est que ces braqueurs filent ceux qui vont retirer de l'argent dans les banques et après immobilisent leur voiture pour leur retirer les sous. Maintenant, ils commencent par s'attaquer aux boutiques. Peut-être que demain, ils vont commencer à s'attaquer aux gens dans leur maison. Il va falloir que les autorités réagissent assez vite, de façon prompte, pour que ceux qui s'adonnent à cette pratique-là et qu'on peut visiblement qu'on peut tracer et vite connaître, parce que n'importe qui n'utilise pas les AK-47, n'importe quel individu ne peut pas utiliser des armes de ce type et avoir du courage pour aller frapper impunément de cette façon. Et je pense que véritablement, comme le dit le ministre de la Sécurité ici, ce sont des recrues de justice, des anciens prisonniers qui s'adonnent à ces pratiques-là. Il va falloir véritablement agir pour accorder une sérénité aux populations qui désormais vivent dans l'inquiétude parce que mais avant, c'est ceux qui vont dans les banques qui sont attaqués. Maintenant, les gens sont attaqués au niveau de leur boutique, dans leur service. Peut-être que demain, ce sera dans les maisons et l'insécurité continue de couver partout sur le territoire et c'est assez grave et assez dommage pour cette république qui est le Togo. Ah oui, c'est vraiment dommage et c'est vraiment sérieux. On espère que les services compétents s'activent pour nous trouver ces petits bandits-là et que nous passons des journées tranquilles, quoi. Enfin, l'autre sujet que vous développez sur votre site ce matin, Didier, c'est par rapport donc à la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, on va dire qu'il revient au galop, hein? Je reviens au galop parce que en 2015, fin 2015, début 2016, ce sujet avait animé, avait agité donc l'opinion publique nationale où il y avait eu un long débat sur le sujet, si c'était opportun de prélever ces taxes-là au niveau des populations qui vivent dans le dénuement. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça vaut la peine? La gestion et tout ça. Et ce débat, un temps, avait été clos. Et du coup, on n'en entendait plus parler. Et depuis quelques jours, après, donc, au lendemain des élections locales qui ont eu lieu, des élections municipales qui ont eu lieu, l'OTR donc a fait sortir donc une note de service demandant donc à tous les agents, à tous ces agents donc, de s'acquitter de leurs droits, de cette taxe-là, de payer cette taxe d'habitation pour donner un exemple aux redevables qui devraient commencer par à payer cette taxe prochainement. Ce n'était pas, c'est vrai que la loi, le Code général des impôts prévoit généralement cette disposition qui n'est pas appliquée depuis très longtemps en République togolaise. C'est vrai que on sait que les sociétés payent cette taxe d'habitation là, mais la population générale n'a presque jamais payé ça. Et du coup, l'OTR veut que ces agents payent cette taxe-là afin de donner un exemple aux populations. Donc la taxe d'habitation est revenue au galop parce que dans les semaines qui viennent, l'OTR va certainement demander aux populations de commencer à payer cette taxe qui, on le dit, sera la première ressource des nouvelles communes qui vont se mettre en place. Et dommage pour les citoyens qui vont devoir débourser plus pour débourser plus, payer cette taxe-là pour leur lieu d'habitation afin de faire évoluer leur commune si réellement cette taxe-là va servir à toutes les communes. Oui, bien sûr. Enfin, c'est tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui. Ben, écoutez, on lira ces deux sujets-là sur votre site. C'est vrai qu'il y en a d'autres encore, mais nous, on a sélectionné que deux sujets-là. Merci beaucoup, Didier. Merci, Eric, et bonne suite de l'émission. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée.
Et voilà, dans les kiosques ce matin, outre le quotidien Togo Matin, vous avez le quotidien Liberté, il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, il y a l'hebdomadaire Méga Info qui est aussi dans les kiosques ce jour. Alors vous pouvez également faire un tour sur les sites d'information comme togobreakingnews.info, il y a aussi afripresse.info, togomedia24.com, gapola.net. Il y a reblueoftogo.com et il y a bien d'autres sites d'information également qui traitent de l'actualité nationale qu'internationale. Il est 7h42 sur la radio. Taxi Média Show, la chronique des sports. C'est avec Abdoul Akondo. Abdoul, bonjour. Bonjour Eric Gato, bonjour à tous nos auditeurs. Alors avant d'ouvrir le dossier de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 qui touche donc à sa fin, puisqu'on connaît déjà les finalistes, parlons du football national avec la reprise du championnat national féminin. Oui, Eric Gato, et c'était la 12e journée de la zone sud avec le match au sommet qui s'est disputé ce dimanche au stade de la Jeunesse Club d'Aguenive. Un face-à-face Amis du Monde et Atleta Football Club. Au bout d'un match plaisant, l'équipe des Amis du Monde l'emporte 3-1. Écoutons Didier Womo Ametepe, le coach des Amis du Monde qui se réjouit visiblement du résultat. C'est une belle victoire, hein. Il le faut nécessairement parce que avant la phase retour, elles étaient déjà à la tête du championnat. Donc lorsque je suis arrivé, il faut mettre tout pour qu'on soit là. Mais on a remarqué que les filles étaient fatiguées. On a résisté parce que à un moment donné, surtout en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de pression de l'adversaire. Certes, il veut l'égaliser, ça vaut la peine, mais on a su résister et après on les a pris par derrière et puis ça a donné ce que ça a donné. Il y a beaucoup qui sont allés à l'examen au bac. C'est une semaine seulement qu'on a fait le travail. Et bon, la fatigue, on ne peut pas l'exclure dans ce cas-là. Vos objectifs ? C'est être champion. Je pense qu'on l'est déjà et je pense que ça fait du bien. Didier Womo Ametepe, le coach des Amis du Monde. De la désolation, la frustration, c'est ce qu'on pouvait ressentir dans les propos de Théophile Kpakpokumi, le coach de l'équipe d'Atleta. Et je ne peux que me prendre à moi-même parce que lorsque les autres travailleurs n'ont pas de petits problèmes internes, on n'a pas pu s'entraîner à temps. Donc vous allez voir que physiquement, ça n'a pas marché. Certes, on a eu des buts bêtes, mais il faut reconnaître que pour le moment, nous ne sommes pas très en forme. Jouer le week-end, c'est différent de s'entraîner. Quand vous êtes une équipe, vous entraînez chaque jour. Je pense que la cohésion est là. Une fois, le week-end, je ne pense pas que ça peut donner quoi que ça, c'est pour le plaisir. Moi, ce championnat-là m'engage un peu ça. Ça m'engage. Si c'est que l'autre fois quand on avait commencé la phase retour et c'est qu'on avait continué, on serait sur un bon élan. Mais le fait de stopper et que parmi mes éléments, au moins 70%, c'est des élèves qui ont échoué au BPC et au bac l'année passée. Les parents nous ont demandé qu'elles ne viendront pas au séance d'entraînement alors qu'on avait rajeuni l'équipe. Vous voyez toutes les difficultés qu'on peut avoir. Donc c'est à 8 jours qu'on a commencé par s'entraîner, ce qui fait qu'on ne peut jamais avoir une forme physique normale. Donc ce qu'il y a, on essaie de régler les enfants côté mental et puis tactique. Alors coach, on a remarqué quelques soucis tactiques. On voit des milieux du terrain qui demeurent des défenseurs. Pourquoi donc? Non, vous allez voir que nous sommes en train de réorganiser les choses. Vous pouvez voir un milieu tactiquement un peu dézoné pour venir de l'autre parce qu'on sait qu'il y a des insuffisances de l'autre côté. C'est pourquoi on le fait comme ça. Le coach d'Atleta Kpakpokumi. Autre sujet au plan national, naturellement lié au foot, c'est l'équipe de Semassi qui fait aussi l'actualité. Semassi de Sokode qui a un nouveau président. Oui, il s'agit du commissaire des impôts Adoyi Isowavena. Il a été élu ce samedi 13 juin président du comité exécutif de Semassi de Sokode en remplacement du président sortant Folibazi Katari, nommé ministre des Sports. L'homme est porté à la tête du club des guerriers de Tchaoudio par la totalité des délégués à l'issue du congrès extraordinaire tenu à Lomé. Il ressort que le club de Sokode a dépensé plus de 42 millions de francs CFA lors de la saison écoulée et plus de 100 millions ont été retenus en tant que budget prévisionnel pour le compte de la saison 2019-2020 irrigator.
Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 maintenant. Le Sénégal affrontera, c'est clair, hein, l'Algérie en finale. Bien sûr, Igato, ces deux nations se sont qualifiées pour la finale de cette édition en éliminant respectivement la Tunisie et le Nigeria. En première rencontre, les Lions de la Teranga ont réussi à éliminer la Tunisie au bout d'un match fou des pénaltys ratés de part et d'autre. D'abord, Ferdinand Sassi du côté tunisien, ensuite Henri Cévé dans le camp sénégalais avant que la Tunisie ne marque contre son propre camp. 1-0, score final. Écoutons la joie du milieu du terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye après cette victoire. Un match compliqué, on a bien commencé. Après c'est vrai que depuis le début de la compétition on n'a pas eu à jouer les prolongations, donc c'était un peu compliqué pour nous pendant les prolongations. On était un peu désorganisés, mais voilà, on est content aujourd'hui, on a gagné, c'était le plus important. On savait qu'on avait les qualités pour aller jusqu'au bout. Maintenant on savait que ça allait pas être facile, surtout contre une équipe comme ça qui joue bien au football. On a montré qu'on avait du caractère et qu'on avait du rapport nord. Aujourd'hui il fallait gagner, on l'a fait. On n'a pas encore fini d'écrire notre histoire, il nous reste encore un match. Il faudra bien le préparer, après on verra ce qui se passera et on espère qu'on gagnera cette coupe et qu'on l'emportera au Sénégal. Idrissa Gana Gueye, le milieu du terrain de l'équipe du Sénégal et du club d'Everton. Scénario rocambolesque en fin de match pour les Tunisiens. L'arbitre éthiopien du match a accordé un pénalty à la Tunisie avant de revenir sur sa décision après avoir consulté la VAR, l'assistance vidéo arbitrage. Naïm Sliti, l'attaquant tunisien, est bien frustré, mais il reste fair play. C'est difficile à avaler parce qu'on faisait jeu égal avec le Sénégal et on prend un but bête. On est très déçus, très frustrés, c'est normal. On a eu le penalty, on a eu des occasions aussi. Voilà, fallait être plus tueur, plus réaliste. Et voilà, c'est le football, c'est comme ça. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, le peuple peut être fier de nous. On n'a pas lâché, on a joué le Sénégal qui a des stars, qui ont des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et on a fait face, on a fait aux prolongations, même eux, ils étaient dans le dur. On a poussé jusqu'au bout, on y a cru. Wallah, on y a cru jusqu'au bout. Maintenant, on est déçus pour les supporters, on est déçus parce qu'on voulait vraiment aller au bout. On sentait qu'il y avait cette énergie d'aller au bout. Maintenant, voilà, on accepte et voilà, bravo au Sénégal. Et nous, on va essayer de bien finir avec cette 3e place. Voilà, Naïm Sliti, l'attaquant tunisien du club de Dijon. En introduit, rappelez-vous Eric, il y a 5 ans, Kaliou Cissé, le coach sénégalais, remplaçait Alain Giresse à la tête de la sélection sénégalaise. Un match dans le match donc pour les deux sélectionneurs et Alain Giresse, à l'image de ses joueurs, reste fair play envers son adversaire du jour et pense d'ailleurs que le Sénégal va remporter la compétition. Nous l'écoutons, Alain Giresse, le coach de l'équipe qui a perdu cette rencontre. Il s'agit de l'équipe de la Tunisie. Avec Aliou, ce qu'il a dit est évidemment la stricte vérité. Tous les échanges qu'on a pu avoir, d'abord on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble. Et ensuite, quand je suis parti, évidemment, qu'on a beaucoup changé au téléphone, sans aucune prétention de ma part, simplement de lui apporter des informations qu'il avait besoin, qu'il me sollicitait. Et bien sûr que depuis, je le suis et je vois que effectivement, il a su complètement bâtir une belle équipe. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais dire pour Aliou, que je suis son premier supporter, évidemment. C'est un joueur qui était en finale en 2002, il va devenir un entraîneur qui va dépasser le joueur qu'il était, parce qu'ils vont gagner cette CAN. C'est tout le mal que je lui souhaite du fond du cœur. Alain Giresse, le technicien de l'équipe tunisienne qui souhaite que du bonheur à l'équipe sénégalaise. Retenez que l'Algérie de son côté a battu le Nigeria de Garnet Rohr 2-1 avec un coup de pied magistral de Riyad Mahrez au bout du temps additionnel. Écoutons le portier nigérian Daniel Akbeni qui visiblement n'est pas déçu de ce que son équipe a produit. C'est dur, c'est vraiment triste. On va devoir encaisser cette défaite. Concéder ce but à la fin de la rencontre, j'aimerais vraiment pouvoir rejouer cette action. Mais c'est terminé maintenant. Franchement, ça m'est égal d'entendre ce que les gens diront sur notre équipe. Les joueurs ont vraiment essayé. Il se passe beaucoup de choses en phase finale d'un tel tournoi, mais l'équipe du Nigeria est toujours là. On a des joueurs de talent et très jeunes. Alors je suis persuadé que si on laisse du temps, on saura améliorer les choses et aller loin ensemble.
Voilà, vous venez d'écouter le portier nigérian Daniel Akpeyi qui visiblement ne semble pas être dessus de cette défaite. Et précisons que toutes ces interviews ont été prises par nos confrères de RFI Irrigator. La finale se jouera donc le vendredi 19 juin au stade international du Caire. Et c'est à 19h en temps universel. Tout sera précédé d'une cérémonie de clôture de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Restons à la Confédération africaine de football pour évoquer le grand dossier, le torchon qui brûle entre Ahmad, le président de la Confédération, et son ancien secrétaire général, Moustapha Fahmy. Le courant ne passe plus entre le président de la CAF, Ahmad, et son conseiller en compétition, l'Égyptien Moustapha Fahmy. Les deux hommes se livrent une guerre au sujet de l'Assemblée générale de l'instance prévue le 18 juillet prochain au Caire en marge de la CAN 2019. En effet, Eric, Ahmad a décidé de ne pas convier l'ancien secrétaire général de la CAF, aujourd'hui membre d'honneur de l'instance, au rendez-vous du 18 juillet prochain, sous prétexte que les membres d'honneur ne disposent pas d'un droit de vote à l'Assemblée générale, ainsi pour préserver la sérénité des travaux de l'Assemblée générale compte tenu des circonstances actuelles. Nous avons fait le choix de ne pas vous convier à la prochaine réunion de la dite Assemblée générale, peut-on lire dans une correspondance d'Ahmad adressée vendredi à Moustapha Fahmy et dans laquelle le Malgache parle également de son indifférence suite aux récentes dénonciations de l'ancien secrétaire général Amar Fani, fils de Moustapha, limogé. Cette sortie n'a pas du tout plu à l'ex-secrétaire général de la CAF, Sou Issa Hayatou, qui a repliqué dans une correspondance datée de ce samedi 13 juillet. Votre décision n'a donc aucun fondement et est une nouvelle preuve irréfutable que vous n'acceptez pas le dialogue, a-t-il réagi suite à la décision d'Ahmad de ne pas le convier aux travaux de l'Assemblée générale. Il juge cette décision très subjective et cela laisse donc transparaître le divorce absolu entre Ahmad et la dynastie des Fahmy qu'il accuse d'être à la manœuvre de ses malheurs. Après s'être débarrassé du fils, Ahmad veut également se départir du père. Affaire donc à suivre. Oh, justement, on suivra avec intérêt ce feuilleton. Parlons maintenant tennis avec Novak Djokovic qui s'impose face à Roger Federer au terme d'une finale de Wimbledon historique. Un match de haute volée s'est conclu par un super tie-break de 12 jeux partout, et une première en finale de l'histoire du tournoi. Pas de 21e titre donc au Grand Chelem pour Roger Federer. Le champion suisse s'est incliné en 5-7 face au Serbe Novak Djokovic hier dimanche à Londres en finale du tournoi de Wimbledon. 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 12-12 en tout 7-3. Le tenant du titre serbe remporte son 16e majeur, le 5e sur le gazon londonien. Il a sauvé 2 balles de match durant la rencontre. Roger Federer n'a plus battu Djoko depuis 7 ans en Grand Chelem. C'était d'ailleurs en Londres en demi-finale. Il n'a jamais plus battu non plus le Serbe dans une finale de Grand Chelem depuis 12 ans. Le dernier était à l'US Open de 2007. Très bien. Merci beaucoup, Abdoul Kondo, pour le point complet de l'actualité du sport. Et voilà, et on arrive donc à la fin du magazine de ce matin sur la radio à Taxi FM. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés.
de nous avoir suivis avec intérêt. Merci donc à Emmanuel Fanyamé qui a assuré la coordination technique. Nous voudrons aussi remercier les confrères qui ont joué le jeu encore ce matin, Médard Amétepe, Dieudonné Korolakina et Didier Assogba. Demain, on retrouvera d'autres confrères qui seront au téléphone aussi avec nous pour partager avec nous leurs écrits. Merci à Emmanuel. Et tout à l'heure, juste après nous, c'est James qui prendra le relais pour le Clash 5.0. Et tout commence aujourd'hui. C'est le concours. Avec les artistes, vous aussi, auditeurs, vous devriez participer. Et c'est ensemble que nous construirons donc ce bonheur pour pendant ces moments de vacances sur la radio Taxi FM Lomé. Appelez-moi Saint-Rigato avec plaisir. Si Dieu le veut, je vous retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.